Bonjour à tous, on se retrouve pour la séquence 53 qui est le dernier cours de notre progression cette année. On va parler des photons et notamment du caractère particulaire et ondulatoire de la lumière. On a eu l'occasion lors de la séquence précédente de parler des ondes électromagnétiques et plus spécifiquement de la lumière comme étant une des différentes formes d'ondes électromagnétiques. On va aujourd'hui rester dans le domaine de la lumière en gardant à l'esprit évidemment que cette lumière est une onde électromagnétique et on va aussi donc décrire un petit peu plus ce que c'est que cette lumière parce que c'est un phénomène physique relativement complexe que les scientifiques dont les scientifiques discutent depuis des dizaines d'années maintenant et on va voir que c'est pas du tout aussi évident que ça de considérer que la lumière est, comme on l'a fait dans le chapitre précédent, uniquement une onde. Ça ne permet pas d'interpréter notamment tous les phénomènes lumineux qu'on peut observer dans la pratique. On verra que la lumière peut être dans ce chapitre considérée comme un ensemble de photons, donc de particules d'énergie, qui permettent d'interpréter un certain nombre de phénomènes lumineux. En particulier, ici vous avez dans ma photographie d'illustration un laser qui vous est présenté. Alors ces lasers, vous les connaissez parce qu'ils sont maintenant depuis quelques années abordables. Chacun peut se procurer un laser et parfois même on vous en offre pour des offres commerciales. Il faut savoir quand même que c'est une invention qui est relativement récente. Elle date des années 60 et elle s'est développée uniquement à partir des années 80-90 pour dans les années 2000 devenir finalement une application assez concrète de l'émission de lumière. Il faut simplement savoir que le principe des sources laser, c'est qu'elles émettent des photons qui ont toutes une même fréquence. C'est ce qu'on appelle en fait une lumière monochromatique. Une lumière qui est faite d'une seule couleur, à l'inverse des autres types de lampes qui vous donnent, on l'a vu dans les chapitres précédents, soit des spectres continus, soit des spectres qui sont faits de radiations isolées, mais additionnées entre elles, de façon additive justement. Là, vous avez pour les lasers en fait une seule lumière, une seule couleur, une seule radiation présente. Mais cette radiation est concentrée sous la forme d'une très grande quantité de photons qui sont libérés en même temps, suite à une désexcitation des atomes qui forment la particule vibrante du laser. Vous avez différents modèles de laser qui se différencient essentiellement pour on va dire l'utilisateur commun par leur couleur, la couleur de leur lumière. Il faut savoir qu'au début on savait faire des lasers rouges et c'était tout. Et puis depuis cette époque on a modifié un petit peu les atomes qu'on allait exciter pour provoquer des excitations et puis des désexcitations, des retours dans leur état normal. Et c'est le retour des atomes dans leur état normal qui émet de la lumière. Et c'est selon ce principe que fonctionnent les lasers. Évidemment, depuis les premiers lasers, on a multiplié le nombre d'atomes ou de molécules qui peuvent être soumis ou soumises à ces excitations ou désexcitations. Et comme chaque atome et chaque molécule possède des configurations électroniques qui lui sont propres, vous allez avoir à chaque fois des types de rayonnement, de fréquences différentes et donc des couleurs différentes aussi pour les différents lasers. C'est pour cette raison que maintenant on sait faire des lasers d'à peu près toutes les couleurs. En jouant simplement à chaque fois sur le type d'atome qui est présent dans le laser et qui, suite à sa désexcitation, va provoquer l'émission lumineuse. Voilà, on va reparler de tout ça dans ce chapitre. On va commencer par parler de ce modèle particulier de la lumière, qui consiste à dire que la lumière en fait est un ensemble de particules, donc qu'on appelle les photons, et qui justement ces photons apportent à la lumière toute l'énergie qu'elle peut contribuer, à laquelle elle peut contribuer. Donc de façon générale, c'est sous forme de lumière et sous forme de chaleur. De façon générale, on appelle ça des rayonnements. Donc la lumière émet des rayonnements, et ces rayonnements étant énergétiques, ils vont générer soit de la lumière, soit de la chaleur, et très souvent même les deux en même temps. Le modèle particulier a été notamment mis en évidence lorsqu'on a décrit ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, il est relativement facile à comprendre par un petit schéma très simple. Je vais vous le proposer, puis après on va en discuter de ce schéma. Alors, le principe est le suivant. Au départ, vous disposez d'une plaque
qui est faite d'une matière conductrice. Ça peut être un métal, ça peut être un semi-conducteur de type silicium ou germanium ou autre. Bref, une matière qui est capable en fait d'éjecter des électrons. On a vu que le courant électrique était en fait un déplacement de proche en proche d'électrons. Et bien à partir du moment où votre plaque est conductrice, elle pourra permettre ce déplacement d'électrons. Et l'effet photoélectrique s'explique très simplement ici, on le voit, en soumettant la plaque conductrice à des rayonnements lumineux. Alors ici, la représentation que vous avez ici en rouge, donc ça c'est une habitude qu'on prend quand on fait des schémas en physique, quand on dessine des flèches ondulées comme ça. Ces flèches ondulées, souvent c'est le symbole en fait d'un bombardement photonique. Ça veut dire ici qu'on considère que cette lumière elle est faite donc de photons qui vont ensuite percuter la plaque conductrice, provoquer des chocs qui vont en fait éjecter des électrons. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'éjection d'électrons, il suffit après de brancher votre plaque conductrice à un circuit électrique, hein, ou de brancher des fils sur cette plaque, et automatiquement, si le circuit est fermé, ça va générer une circulation de courant dans ce circuit. Et donc on le voit ici, le modèle qui a été utilisé pour décrire la situation est relativement simple. Hein. À partir du moment où on a compris que la plaque conductrice allait en fait éjecter des électrons, qui allaient se mettre à circuler ensuite dans un circuit, bah, ça veut automatiquement dire qu'ils ont été percutés par quelque chose qui les a éjectés. Alors on verra que c'est pas aussi simple que simplement en fait deux boules de billard qui se rencontreraient et l'une déplacerait l'autre, ou une boule de pétanque qui remplacerait une autre quand vous faites un carreau. Hein. C'est pas aussi simple que ça. En réalité, c'est de transfert énergétique, hein, mais qu'on peut, on le voit ici, quand même assez facilement interpréter sous la forme de choc. Et c'est pour cette raison que, quand on a étudié l'effet photoélectrique, on s'est dit, bah, si on considère que la lumière est en fait un ensemble de particules, bah, ce phénomène s'explique très bien. Ces particules représentées ici par des flèches ondulées rouges, qui sont des photons, vont percuter une plaque de matière, et suite au choc qui a lieu, eh bien, vous allez en fait avoir une éjection d'électrons et une circulation d'électrons dans les circuits qui sont reliés à cette plaque conductrice. Et donc ici, ce modèle particulaire est utilisé pour traduire, entre guillemets, le choc qui a lieu entre ce que les physiciens à l'époque ont appelé des particules de lumière, qu'on appelle maintenant des photons, et puis donc les atomes de la plaque. Les chocs qui ont lieu permettent simplement donc aux électrons de ces atomes d'être éjectés, de devenir ce qu'on appelle des électrons libres, donc ils ne sont plus liés à l'atome, et ils vont pouvoir en fait après se déplacer de proche en proche dans les atomes qui forment notamment les fils électriques des circuits et des composants aussi des circuits auxquels cette plaque est en fait reliée. Cette plaque servant ici, vous le voyez, hein, de système de mise en marche des électrons. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle je vous laisse réfléchir, vous avez le mot en terme? Le mot en terme. Vous avez le mot en tête? Le terme en tête? Le terme attendu était générateur. Si vous avez pensé à générateur, vous êtes bon. Si vous avez pensé à autre chose, vous n'êtes pas bon. Alors, je continue par une petite question. Allez hop. On vous demande de citer un système qui utilise l'effet photoélectrique. Alors, si on réfléchit bien à ce qu'on a fait dans le schéma précédent, si on comprend bien ce qui s'est passé, ce système doit permettre, on le voit, de générer du courant à partir de rayonnements lumineux. Donc ça, c'est la condition. On peut peut-être déjà noter ça. Et ça va nous permettre de découler immédiatement sur des exemples de systèmes qui fonctionnent comme ça. Donc le système décrit doit permettre la circulation d'un courant suite à l'exposition à des rayonnements lumineux. Alors, est-ce que vous avez en tête des systèmes qui fonctionnent comme ça, qui spontanément génèrent du courant électrique dès que vous les mettez au contact de la lumière?
Et bien exemple effectivement de systèmes comme celui-ci. Les cellules photovoltaïques. Oups. Cellules photovoltaïques, notamment utilisées dans la fabrication des panneaux solaires. Si vous réfléchissez un petit peu, vous voyez très bien en fait que les panneaux solaires, en réalité, sont faits de cellules assemblées et que toutes ces cellules ont cette particularité, quand vous les soumettez à de la lumière, de pouvoir générer du courant. Donc si vous avez sur votre toit des panneaux solaires, de quoi sont faits ces panneaux solaires? Eh bien de cellules photovoltaïques qui sont faites de plaques conductrices, ces plaques noires que vous voyez en surface. Eh bien ces plaques conductrices, sous l'effet de la lumière, vont en fait générer des éjections d'électrons qui vont pouvoir du coup se déplacer ensuite dans les circuits électriques auxquels cette plaque conductrice, donc ce panneau solaire de façon générale, est relié. Voilà, donc là vous avez un exemple concret d'un système qui utilise l'effet photoélectrique. Un effet qui a été décrit par le scientifique allemand Heinrich Hertz au XIXe siècle, et qui, on le voit, finalement n'a trouvé de véritables applications qu'au courant du XXe siècle. Voilà, donc on voit très bien que on a ici moyen d'expliquer la façon dont se fait la génération d'un courant électrique par un panneau solaire, en considérant que la lumière est faite de particules d'énergie qu'on appelle des photons. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'énergie de ces photons. Donc évidemment, pour que ces photons puissent à un moment donné déloger des électrons, les rendre libres, il faut apporter de l'énergie à l'atome qui initialement contient ces électrons. Et bien cette énergie, on peut en fait relativement facilement la déterminer à partir de la fréquence de ces photons. Parce qu'il faut savoir que ces photons, ce sont aussi en réalité ce qu'on appelle des particules quantiques, c'est-à-dire que plutôt des objets quantiques. Autrement dit, ce ne sont pas tout à fait des objets réels, donc pas des particules, parce que le photon est une particule qui n'a pas de masse, par définition, et vous voyez bien qu'une particule sans masse, ça pose un problème. Comment une particule sans masse peut-elle transporter de l'énergie si les photons n'ont pas de masse? Quand ils vont heurter ma plaque conductrice, ils ne vont pas pouvoir faire de choc. Ce qui provoque le choc, c'est évidemment l'énergie cinétique. Et rappelez-vous, l'énergie cinétique, elle est reliée à la fois à la vitesse et à la masse. Vous avez donc besoin à la fois d'une vitesse et d'une masse. Or, les photons n'ont qu'une vitesse, ils n'ont pas de masse. Et bien donc ça, en fait, c'est lié simplement au fait que ces électrons, en réalité, sont des objets quantiques, qu'ils peuvent donc en être simplement considérés à la fois comme une onde et à la fois comme de véritables particules. Dans la pratique, un objet quantique, c'est ni l'un ni l'autre, mais à l'autre niveau, on va se contenter simplement d'une description beaucoup plus simple que ça. En décrivant tout ça par la relation de Planck, qui est en fait une formule qui va vous permettre de calculer l'énergie transportée par un photon, connaissant notamment sa fréquence. Et vous savez que le terme de fréquence est rattaché évidemment à un modèle qui est le modèle ondulatoire. Les ondes possèdent des fréquences. Les photons possèdent des fréquences aussi. Vous voyez donc que ces photons en fait sont rattachés aussi à des phénomènes ondulatoires. Cette relation se divise en deux parties. Vous avez d'abord la relation de Planck dite classique, qui est la première partie que vous avez ici. On va en dire un petit mot rapidement. E égale h fois nu. Rappelez-vous dans le chapitre précédent, le nu que vous avez ici, c'est la fréquence du photon. On parle aussi souvent de fréquence d'onde de matière, le photon étant considéré comme étant une onde de matière. C'est ce qui permet de faire le lien entre les aspects. La lumière est un ensemble de particules et puis la lumière est une onde. L'un comme l'autre étant valable, simplement certains phénomènes s'expliquent en considérant que la lumière est un ensemble de particules, de photons, et d'autres phénomènes lumineux s'expliquent par le fait que la lumière est une onde. Donc ici, ce nu que vous avez là, lettre grecque nu, je vous rapproche du cours précédent, et bien cette lettre grecque, elle remplace simplement le F classique,
que vous avez dans l'écriture habituelle des ondes. La fréquence d'une onde se note souvent par une lettre F. Le F est utilisé notamment pour les ondes mécaniques et pour les ondes électromagnétiques, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. On préfère utiliser la lettre grecque nue, mais sachez que cette lettre grecque nue ici est la fréquence du photon, c'est identique. Et vous avez à votre niveau tout à fait le droit d'écrire E égale HF comme étant la relation de Planck. Sauf que c'est pas généralement comme ça qu'on l'écrit. Donc moi je conserve les écritures que vous donne votre livre en particulier, mais je me permets de préciser aussi que tout ça évidemment est similaire, hein, et que le nu que vous avez ici, hein, alors attention, hein, ne parlez pas de V, hein, c'est pas un V, c'est une lettre grecque qui s'appelle nu, qui ressemble à un V dans notre écriture habituelle, hein, mais ce n'est pas un V. Donc on entend souvent des gens parler un petit peu de ça, ils disent E égale la relation de Planck, E égale HV. Ça, ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont des gens qui n'ont pas vérifié ce que c'était, ils ont vu une lettre écrite, ça ressemble à un V, ah bah E égale HV, allez, relation de Planck. Non, E égale H nu, attention. Donc ne faites pas cette erreur à votre tour, faites preuve d'un petit peu de culture scientifique. Et puis ensuite, on avait vu dans le chapitre précédent que la fréquence, on pouvait l'obtenir en divisant la célérité de l'onde par sa longueur d'onde. C'est le facteur C sur lambda. Donc je peux ici remplacer le F ou le nu par C sur lambda. Et donc ça me donne du coup une deuxième relation possible, hein, deuxième expression possible de la relation de Planck, qui est celle que vous avez là. Hein. Voilà. Donc E égale H nu, ou bien E égale H C sur lambda, à partir du principe évidemment que nu, c'est justement, a pour expression C sur lambda. Et donc vous allez voir que dans les applications auxquelles nous serons confrontés, on sera amené à utiliser généralement soit l'une, soit l'autre de ces expressions. Soit le H nu, soit le HC sur lambda. Alors, comme d'habitude, je vous donne à côté la signification concrète et les unités de tous les termes qui apparaissent dans cette double expression. Donc évidemment, E, c'est l'énergie du photon en question, qui sera exprimé en joules, à condition d'exprimer aussi toutes les autres grandeurs qui suivent dans les unités indiquées, hein, les unités du système international. Petit h est une constante, qui est la constante de Planck. Planck est un scientifique qui a travaillé sur le sujet, qui a donné son nom à cette relation, et à la constante qui intervient. Elle vaut 6,63 x 10 exposant moins 34 dans les unités du système international. Autrement dit, si vous prenez pour les autres grandeurs des expressions, des joules, des mètres, des secondes, comme c'est indiqué par la suite. Évidemment, cette grandeur est une constante, ça signifie donc que sa valeur sera toujours la même. Toutefois, comme n'importe quelle constante auquel on est confronté cette année, en dehors de la vitesse de la lumière, vous n'avez pas à connaître en fait vous-même la valeur de cette constante. Elle vous sera toujours donnée dans les exercices, dans les sujets de bac, dans tout ce que vous aurez à traiter, on vous donnera la valeur de la constante de Planck. Le petit c, célérité de la lumière dans le vide, donc vitesse de propagation, qui vaut donc là aussi, valeur constante, 3,0 x 10 exposant 8 mètres par seconde. Celle-là, c'est aussi une constante, mais c'est la seule constante que vous devez savoir mémoriser. Vous devez connaître sa valeur. Hein. Donc, on l'a déjà utilisée à plusieurs reprises, on continue à le faire ici. Donc au bout d'un certain temps, cette vitesse devrait rester dans votre esprit. Hein. C'est le fameux 300 000 km par seconde dont on nous parle en vulgarisation. Hein. En notation scientifique, dans les unités SI, ça nous fait 3,0 x 10 exposant 8 mètres par seconde. Et puis le lambda que vous avez dans l'expression, c'est donc bien sûr la longueur d'onde. Évidemment dans le vide, hein, on a vu que cette longueur d'onde dépendait du milieu de propagation. Là, on est évidemment toujours dans le vide. Et cette longueur d'onde, on l'exprime là aussi dans les unités SI, autrement dit en mètres. Alors on va immédiatement passer par une double application de cette formule pour l'utiliser. Hein. Dans un premier temps, vous avez vu que je vous ai mis pour la constante de Planck un sigle SI à côté. Je ne vous ai pas donné l'unité réelle de la constante de Planck. Je vous ai simplement dit que c'était l'unité du système international, autrement dit celle qu'il fallait, la valeur qu'il fallait ici utiliser pour que vous ayez des énergies en joules, des vitesses en mètres par seconde et des longueurs d'onde en mètres en utilisant cette formule. Mais cette constante de Planck, elle a une unité et on va la déterminer grâce à la formule. Alors, la formule de la constante de Planck, je vais la reprendre. Hein.
Je vais me servir ici simplement de la première partie de la formule, le E égale h nu. J'efface le hc sur lambda qui est à côté, j'en ai pas besoin ici. Je garde simplement ça. Alors, je vais faire ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle. Alors, l'analyse dimensionnelle, on avait déjà eu l'occasion de le faire sous forme ponctuelle comme ça, mais vous allez voir que on va le faire ici, et puis l'année prochaine en terminale, vous le referez assez régulièrement. Cette analyse dimensionnelle est une opération qui permet en fait de retrouver l'unité d'une grandeur. Ici, vous voyez que c'est le cas dans la question posée. L'unité de la constante de Planck, eh bien l'analyse dimensionnelle permet d'écrire la chose suivante. En se basant directement sur la formule, je peux écrire que E égale h nu, donc l'expression de la relation de Planck, aboutit à l'expression écrite en dessous, avec, vous le voyez ici, des petits crochets que vous avez à côté, en face de chacune des grandeurs. Donc le E est entre crochets, le H aussi et le nu. Ça veut simplement dire que plutôt que de considérer la grandeur physique dans son intégralité, on ne va considérer en fait que son unité. Autrement dit, ce que j'ai écrit ici, là, cette deuxième ligne, se prononce l'unité de E, ça va être l'unité de H multipliée par l'unité de nu. Donc à partir du moment où je raisonne comme ça, je peux très bien ici isoler l'unité de la constante H. Et si je fais ça, j'écris les choses sous cette forme-là. J'écris donc que l'unité de H, ça va être par définition l'unité de E divisée par celle de nu. Je me rappelle que E est en joules, c'est écrit au-dessus ici. Et je me rappelle aussi que la fréquence, elle n'apparaît pas ici dans les grandeurs que j'ai précisées, vu qu'on en avait parlé dans le chapitre précédent. La fréquence s'exprime en Hertz, autrement dit en secondes moins 1. Donc des joules divisés par des secondes moins 1, ça fait des joules secondes. Des joules multipliés par des secondes. Et donc, on peut préciser que l'analyse dimensionnelle aboutit à une unité SI pour la constante de Planck qui est le joule seconde. Voilà, symbole J majuscule point S. Et ça se prononce joule seconde. Voilà. Alors vous allez voir qu'on va être amené à refaire, vous allez refaire l'année prochaine dans la suite de votre progression en physique-chimie des analyses dimensionnelles comme celle-ci. Vous allez voir généralement que c'est relativement facile à faire une fois qu'on a compris le principe. Ça se fait assez vite. Et généralement les élèves aiment bien ça parce que c'est quelque chose de très systématique, c'est une belle petite recette de cuisine qui s'applique généralement sans trop de difficultés si on est un petit peu à l'aise avec les outils mathématiques. J'ai une deuxième question à vous proposer, vous doutez bien qu'on va mettre en pratique de façon numérique cette relation. On vous demande de déterminer l'énergie d'un photon de lumière jaune et d'exprimer le résultat en électronvolts, symbole petit e grand V, et on vous précise qu'un électronvolt c'est égal à 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Bon, alors, première chose, je vais me poser la question, laquelle des deux relations je vais utiliser? Est-ce que j'utilise le H nu? Est-ce que j'utilise le HC sur lambda? On avait dit tout à l'heure que généralement, ce sera toujours l'un ou l'autre qui sera utilisé. Alors qu'est-ce qu'on a comme donnée ici? La seule donnée qu'on a, elle est ici. C'est lumière jaune. Le problème, c'est que lumière jaune, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est pas une grandeur numérique, ça. C'est pas une valeur non plus. Mais on va devoir en fait tirer une valeur de cette indication. Quand on parle de lumière jaune, de quel type de lumière parle-t-on? Bon, alors ça, il faut se référer au cours sur les
sur les spectres lumineux qu'on a fait il y a quelque temps, où on avait observé les radiations, notamment d'un certain nombre de lampes, et on avait en fait pu noter que la lumière jaune, donc ça va être notre point de départ du raisonnement. Rappelez-vous le spectre du domaine du visible, les longueurs d'onde vont de 400 à 800 nanomètres. Je rappelle ça. Donc en fait, le domaine du visible est fait de radiations dont la longueur d'onde est comprise entre ces deux valeurs. Ensuite, dans un deuxième temps, on va simplement regarder à quel endroit de ce spectre se situe le jaune. Et si on fait ça, on va se rendre compte en fait que le jaune est une fine bande du spectre visible, avec une longueur d'onde qui avoisine, alors généralement on définit le jaune entre 575 et 585 nanomètres. On va prendre ici la valeur centrale. On me laisse le choix, on ne m'impose pas de valeur, on me dit juste il faut que ce soit un photon de lumière jaune. Si officiellement le jaune est compris, et si la lumière jaune est faite de longueur d'onde, de radiation de longueur d'onde comprise entre 575 et 585, je peux donc en fait prendre n'importe quelle valeur comprise dans cet intervalle. Donc allez, on va prendre 580 nanomètres. Et vous voyez que du coup, l'indice que me donne l'énoncé, lumière jaune, me permet de rattacher le lambda et de voir que ce qui va nous servir en fait, c'est la deuxième partie de la formule, c'est le E égale HC sur lambda. On me demande de calculer l'énergie, et après il suffit de vérifier que je connais tout le reste. La constante de Planck étant une constante, on la connaît tout le temps. Le C c'est pareil, c'est une constante. Et le lambda, on vient ici de l'identifier comme étant la longueur d'onde d'une radiation jaune. Et donc je peux faire le calcul maintenant, directement, avec cette deuxième expression de la relation de Planck, celle que vous avez en jaune ici. Alors on fait ça. On commence par rappeler la relation qui va nous servir, donc on applique la relation de Planck, et après on voit qu'on n'a ici pas de modification à faire, on a juste besoin, donc le E est notre inconnu, E est déjà isolé, il suffit simplement de faire l'application numérique. En prenant donc évidemment, faire un petit peu de place, en prenant donc les valeurs qu'on avait en fait mentionnées juste au-dessus. Donc la constante de Planck, la célérité de la lumière dans le vide, et puis la longueur d'onde qu'il faut évidemment, bien sûr, ici convertir en mètres avant de faire le calcul. Donc 580 x 10 exposant moins 9 mètres. On fait l'application numérique, je vais vous laisser faire ça tranquillement. Je vous conseille fortement de mettre la vidéo en pause. Le temps de faire votre calcul. Donc résultat qu'on obtient, 3,4 x 10 exposant moins 19 joules. Alors, je vais le rajouter ici simplement. Donc 3,4 x 10 exposant moins 19 joules. Voilà ce qu'on obtient. Alors on pourrait très bien laisser le résultat tel quel, on est dans les unités SI, ça peut sembler approprié, mais vous voyez en fait que la valeur est extrêmement faible. On est en 10 exposant moins 19. Et donc généralement, pour avoir on va dire des valeurs plus faciles à manipuler,
on préfère convertir tout ça en électronvolts, hein, en faisant un simple produit en croix, hein, en disant qu'un électronvolt, on sait que ça vaut 1,6 fois 10 moins 19 joules. Et bah du coup, combien d'électronvolts correspondront à une énergie de 3,4 fois 10 puissance moins 19 joules, hein. Vous faites le produit en croix. Et si vous faites ça, vous aboutissez au final à une énergie qui est donc de 2,1 électronvolts. Et ça, c'est donc la réponse finale à ma question. Vous voyez que là, vous avez du coup une valeur numérique beaucoup plus facile à manipuler, hein. Une valeur de 2,1, on pourra du coup comparer plus facilement les valeurs et faire des calculs plus facilement aussi, sans s'encombrer de grosses puissances de 10, hein. C'est ce qu'on fait très souvent. En physique des particules, on préfère privilégier l'électronvolt, qui est une unité plus appropriée pour des particules que les unités comme le joule, hein, qui sont des unités qui représentent une grande quantité d'énergie en proportion. Voilà, en comparaison plutôt. Bien, bah écoutez, on va pouvoir passer à la suite, hein. Le temps passe. Mais ça nécessite évidemment, vous voyez tout ça, des mises en pratique, hein. On aura l'occasion de faire encore un TP sur le sujet qui mettra en pratique toutes ces, notamment les notions de transition qu'on va voir ici, qui ne sont en fait que des applications concrètes de ce qu'on a vu dans les deux premières diapos. Alors, je vais dans un premier temps vous proposer un petit schéma qui va permettre d'expliquer en partie comment fonctionnait le laser dont on parlait tout à l'heure dans la toute première diapo. Donc, le schéma que je proposais, le suivant, on va d'abord le commenter rapidement pour comprendre un petit peu comment se font notamment ces éjections d'électrons dans l'effet photoélectrique et aussi comment, dans le fonctionnement des lasers, on peut émettre de la lumière. Donc voilà la situation. Vous avez représenté en cyan tout en bas un électron qui initialement est présent, on le voit, sur un niveau d'énergie qui est le niveau numéro 1. Ce niveau d'énergie a une valeur de 0 électronvolt. Premier processus possible, représenté ici en rouge, eh bien, vous voyez que généralement les électrons dans les atomes possèdent des niveaux d'énergie, ici numérotés 1, 2 et 3. Il y en a souvent beaucoup plus que ça, mais là j'ai simplifié les choses à 3 niveaux d'énergie. Et donc ces 3 niveaux d'énergie, ici, je vais pouvoir en fait imaginer des transitions. Transitions, ce sont en fait les passages de l'électron d'un niveau à un autre. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que ces niveaux d'énergie, ce sont des niveaux d'énergie quantifiés. C'est un petit peu comme des étages d'un immeuble. Vous avez le premier étage, le deuxième et le troisième. Quand vous allez prendre l'ascenseur, vous allez pouvoir vous arrêter au premier, au deuxième et au troisième, mais pas entre le deuxième et le troisième, ni entre le premier et le deuxième. La quantification, c'est ça. Ça veut dire en gros que ici, pour que l'électron puisse changer de niveau, passer du numéro 1 au niveau numéro 2, il faudra automatiquement que le photon qui lui permet cette transition possède exactement l'énergie qu'il faut pour faire le saut, on le voit ici, de 0 jusqu'à 1,63. Autrement dit, le photon que vous avez ici doit avoir une énergie de 1,63 électronvolts pour permettre le transfert de l'électron du niveau 1 au niveau 2. Si on faisait arriver ici un autre photon d'énergie, par exemple 1,93 électronvolts, on voit que ça permettrait aussi une transition. On pourrait passer ici du niveau 1 directement au niveau 3, ce qui est tout à fait possible. En revanche, si vous apportez par exemple à votre électron un photon dont l'énergie serait par exemple de 1,8 électronvolts, avec 1,8 électronvolts, vous voyez qu'on n'est ni sur le niveau 2, ni sur le niveau 3. Et comme on ne peut pas se placer entre deux niveaux, eh ben ce photon il va simplement traverser votre électron sans que l'électron puisse l'utiliser. La quantification, c'est ça. On a des niveaux existants, on peut passer d'un niveau à un autre, mais on ne peut pas s'arrêter entre deux niveaux. Et tous les photons qui nous apporteraient l'énergie pour nous arrêter entre deux niveaux,
eh ben, tous ces photons ne pourront pas être utilisés par l'électron. Donc le modèle est défini de cette façon. L'électron va pouvoir en fait passer d'un niveau à un autre à condition qu'on lui apporte exactement l'énergie dont il a besoin pour faire ce saut. Et ici, je vous ai donc représenté à la fois un système d'excitation. Bon, l'excitation, c'est ce que vous avez représenté ici en rouge. C'est l'absorption d'un photon. L'atome passe d'un état fondamental à un état excité parce qu'un de ses électrons, vous le voyez, a quitté sa position initiale pour passer dans un niveau d'énergie supérieur. Ici sur le niveau d'énergie numéro 2. Et on dit que l'atome est excité. Les atomes excités finissent par se désexciter. Soit de façon spontanée, soit de façon forcée, tout dépend en fait du phénomène qui les provoque. Cette désexcitation est naturelle et on voit qu'une fois qu'un électron est dans un état excité, il peut très bien, alors ici je vous ai représenté une désexcitation suite au passage du niveau 3 au niveau 2, on pourrait très bien aussi imaginer une désexcitation pour le passage du photon du niveau 2 au niveau 1, voire directement du niveau 3 au niveau 1. Tout dépendra des conditions dans lesquelles tout ça peut se faire. Et donc la désexcitation, on le voit au contraire, est en fait une perte d'énergie, et cette perte d'énergie se traduit par l'émission d'un photon. Et c'est comme ça en fait que fonctionnent les lasers. Les atomes qui forment la partie oscillante du laser sont faits d'électrons. Ces électrons vont être tous excités, en tout cas on va en exciter une très grande quantité, et on va provoquer leur désexcitation en même temps. Ce qui permet en fait de concentrer sous forme temporelle, autrement dit, faire en sorte que tous les électrons se désexcitent en même temps et émettent chacun un photon. Vous allez donc pouvoir avoir un flux de photons très important, très puissant, à partir du moment où vous savez commander la désexcitation des électrons. Et ça, on sait le faire maintenant depuis quelques années. La théorie des lasers a été développée dans les années 60, et puis on sait maintenant l'utiliser, cette théorie, la mettre en pratique pour faire en sorte donc de désexciter en même temps tous les électrons. Vous connaissez certainement les phénomènes de phosphorescence que vous observez quand vous avez par exemple des petits réveils avec des parties sensibles à la lumière. Vous mettez votre réveil au contact de la lumière, puis vous mettez dans l'obscurité, vous voyez un petit peu les indications sur ce réveil. Pourquoi ? Parce qu'après avoir été soumis à un rayonnement lumineux, qu'est-ce qui s'est passé ? Les atomes qui forment la matière fluorescente ou phosphorescente provoquent une absorption de photons, donc les photons sont excités, plutôt les électrons sont excités et après se désexcitent très progressivement. C'est pour ça que vous avez une émission lumineuse de faible intensité et qui dure dans le temps. Parce qu'en fait, dans cette situation-là, la désexcitation des électrons se fait de façon aléatoire. Chacun, entre guillemets, se désexcite quand il le veut, et c'est jamais tous en même temps. Alors que dans le cas du laser, on a trouvé un système qui permet de faire en sorte de les désexciter tous en même temps. Et donc, du coup, on a une émission beaucoup plus courte, mais beaucoup plus puissante. Voilà pour le principe. Alors, la relation Planck appliquée à ces transitions, on va l'écrire de la façon suivante. On va remplacer le E habituel par une variation d'énergie. Et on va se contenter ici de variations sans tenir compte du signe. Autrement dit, je prends la valeur absolue du delta E, ça me permettra justement de raisonner uniquement en termes de quantité et de tomber à chaque fois sur des longueurs d'onde qui seront elles aussi positives, ce qui est évidemment ici cohérent. Si on tombe sur des longueurs d'onde négatives, ça n'a pas de sens. Simplement, ce qu'on fera l'année prochaine, quand on réabordera ces points-là et qu'on les creusera un petit peu, en fait on affectera au delta E un signe, delta E étant une grandeur algébrique. De façon générale, c'est ce qu'on appelle la convention en portefeuille. Tout ce qui est reçu par le système comme énergie va être compté positivement, et tout ce qui va être perdu par le système sera compté négativement. Et ça, on en reparlera dans les cours de terminale. Alors, la première question qui vous est posée est la suivante. On vous demande de déterminer les longueurs d'onde dans le vide associées à chaque processus présenté. Rappelez-vous, ces photons qui ici sont soit absorbés, soit émis. Ce sont des ondes de matière qui possèdent donc tous
une longueur d'onde. Ici, longueur d'onde qui va être identique parce qu'on le voit, ces photons auront à chaque fois, les rouges ici comme les jaunes, auront la même énergie. Alors, on va le faire dans un premier temps pour... Allez, pour l'émission du photon. Hein. Parce qu'on va le faire pour les deux cas. Pour le cas représenté en jaune et pour le cas représenté en rouge. Je vais donc appliquer ma relation de Planck ici, écrite sous cette forme-là, pour les transitions énergétiques, en gardant simplement en tête ici que le delta E, en fait, ça va être simplement la différence d'énergie entre les deux niveaux entre lesquels s'est déplacé ici l'électron qui s'est désexcité. Hein. Donc la désexcitation de l'électron en passant du niveau 3 au niveau 2 provoque l'émission d'un photon dont la longueur d'onde est ici dans la relation de Planck. Donc on va simplement en fait mettre ça en pratique. Dans la situation présentée ici, alors delta E, variation d'énergie entre l'état final et l'état initial. Hein. Donc là, on part de l'état 3 et on va dans l'état 2. Donc comme ici vous avez une valeur absolue, hein, on peut sans difficulté... Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous avez une valeur absolue, alors... Est-ce que tu veux bien me laisser coller ici ma réponse? Non. Il veut pas. Bon, bah, il va falloir que je le fasse à la main. Hein. Donc, préciser ce que c'est que ce delta E, bah, c'est simplement donc la différence d'énergie entre le niveau 3 et le niveau 2. Ici, comme vous allez prendre la valeur absolue, peu importe que vous preniez E2 moins E3 ou E3 moins E2, il n'y aura aucune différence. Hein. Donc là, simplement, on le voit, hein, je suis passé de l'état 3 à l'état 2, donc mon état final, c'est l'état 2. Hein. Souvent, on fait comme ça, on prend l'état final moins l'état initial, vous vous rappelez de ça. Hein. Donc là, si je respecte cette façon de faire, donc état final moins état initial, hein, c'est donc E2 moins E3. Mais comme tout est pris en valeur absolue, ici à la rigueur, peu importe, hein, on pourrait très bien mettre aussi E3 moins E2. Et donc ça me donne cette relation, et là je vais simplement du coup calculer le lambda correspondant en fait ici à cette transition, sachant que bah, E2 vaut 1,63 électronvolts et E3 1,93 électronvolts. Donc je commence par donner l'expression littérale de lambda. Ça me donne donc la chose suivante. J'ai ici volontairement, vous le voyez, enlevé les valeurs absolues. Hein. Je me suis mis dans le sens qui allait donner une valeur positive. Hein. Donc j'ai pris E3 moins E2. Hein. Sachant que E3 est plus grand que E2, hein, ça aboutit à ce résultat-là. Et maintenant, je peux simplement donc remplacer par les valeurs. Donc je vais supprimer tout ça pour faire de la place. Hein. Et je vais simplement vous coller en dessous donc l'application numérique. Qui peut se présenter de la façon suivante. Je vous montre un petit peu comment j'ai procédé. Donc évidemment j'ai remplacé le H et le C par leurs valeurs, hein. Donc voilà, pour ça il n'y a pas de souci pour le numérateur. Et au dénominateur, j'ai conservé les valeurs en électronvolts, mais je me rappelle que si je veux une longueur d'onde en mètres, il faut que je passe tout ça en joules. Donc j'ai simplement gardé ici moins 93, moins 1,63, et j'ai tout multiplié par 1,6 fois 10 moins 19 pour transformer les électronvolts en joules. Du coup, ça me permet, en faisant le calcul, de savoir à l'avance que je vais trouver ici une longueur d'onde en mètres. Et si je fais ce calcul, j'obtiens ce résultat. Alors je vais vous le donner en mètres d'abord, hein, pour faire plus simple.
Voilà, ça vous donne donc ce résultat ici, hein, on va le remettre. Et on va convertir ça en nanomètres, de façon à identifier le domaine aussi dans lequel on se situe. Est-ce qu'il s'agit ici de lumière visible ou de lumière invisible? Donc ça, on voit que si on fait la conversion en nanomètres, ça fait 4,1 fois 10 exposants, donc il faut multiplier par 10 exposant 9, donc pour faire moins 6 plus 9, ce qui fait donc plus 3. Donc 4,1 fois 10 exposant 3 mètres. Nanomètres. J'ai oublié de mettre le nano devant. Comme ça. Voilà. Tout ça pour se rendre compte qu'on est ici en dehors du domaine du visible. Hein. Rappelez-vous, domaine du visible entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Là, on est autour de 4100. Donc on est largement au-delà de 800. On est donc ici dans le domaine des infrarouges. Et on dira simplement qu'il s'agit ici, en fait, de l'émission d'un photon infrarouge. Donc on le voit ici, la transition représentée en jaune ici, sous la forme d'une émission d'un photon, on voit que le photon qui va être émis, c'est pas un photon de lumière visible, hein, c'est un photon infrarouge. Parce qu'on le voit, la longueur d'onde dépasse les 800 nanomètres, hein, qui forment la limite entre le domaine du visible et le domaine des infrarouges. Bon, maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire exactement le même calcul pour la situation représentée en rouge, hein, pour l'absorption d'un photon. Donc, même protocole, application directe de la formule, on isole la longueur d'onde, on remplace par les valeurs numériques, et on conclut sur la nature du photon, après avoir trouvé sa longueur d'onde. Donc ça, je vais vous laisser le faire, vous avez le modèle sous les yeux, il suffit simplement de remplacer les valeurs de 1,93 et 1,63 par les nouvelles valeurs qui seront celles ici de la transition, niveau 1, niveau 2, autrement dit 0 et 1,63 électronvolts. Je vous laisse mettre une petite pause dans la vidéo, et moi je vais vous poster le résultat que j'obtiens. Je ne refais pas le détail, hein, je vous mets juste le résultat. Et ça sera à vous ensuite évidemment de vérifier si vous avez réussi à trouver cette valeur. Et la conclusion qui va avec. Alors, si vous faites ce calcul pour la deuxième situation, vous allez obtenir un résultat ici d'à peu près 760 nanomètres pour la longueur d'onde du photon qui va être capté, qui va donc permettre, on le voit ici, la transition du niveau 1 au niveau 2. Cette longueur d'onde de 760 nanomètres, hein, là vous voyez qu'on est juste en dessous de la limite entre le visible et l'infrarouge. On est vraiment dans le cas donc d'un photon visible. Et au-delà de 640 nanomètres, de 640 à 800, on est dans le domaine du rouge. 760, on est donc dans le domaine du rouge. Photon qu'on qualifiera entre guillemets de rouge. Autrement dit, si vous voulez, pour cet atome ici, qui est un atome un petit peu, je ne me rappelle plus exactement lequel j'ai choisi comme modèle ici, avec les niveaux que vous avez là, mais on voit très bien que si on veut en fait, pour cet atome, faire passer un des électrons du niveau 1 au niveau 2, il faudra l'éclairer avec une lumière de longueur d'onde 760 nanomètres, pour que la transition puisse s'effectuer. Voilà, bon écoutez, je vous laisserai refaire tous les calculs nécessaires pour que vous tombiez sur tous ces résultats. Hein. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Hein. Faites quand même attention aux conversions entre les électronvolts et les joules, et posez-vous toujours la question, faut-il convertir ou non? À partir du moment où c'est de l'application de la relation de Planck, et où on se place dans les unités SI, il faut des énergies en joules. Donc ça, c'est la seule chose que vous avez finalement à retenir. Pour tout le reste, on pourra se contenter au niveau des comparaisons, des valeurs, de valeurs en électronvolts. Mais dès qu'on fait un calcul de valeurs, on passe en joules. Alors pourquoi dit-on que les niveaux d'énergie sont quantifiés? Bon ça, je vais redonner la réponse que je donnais oralement tout à l'heure. Hein. On précise que
les électrons ne peuvent transiter que d'un niveau à un autre, sans avoir la possibilité d'absorber ou d'émettre des rayonnements d'énergie différentes de celles de ces transitions. Voilà, c'est l'histoire de l'ascenseur dont je parlais tout à l'heure. Hein. Vous ne pouvez pas vous arrêter avec votre ascenseur entre le deuxième étage et le troisième étage, ou alors c'est que votre ascenseur il pique du nez et il va tomber en panne. Hein. Mais l'ascenseur qui est conçu normalement, il va vous arrêter uniquement aux étages. Et bien là, c'est un petit peu le même système. Hein. Les électrons peuvent passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, du niveau 1 au niveau 3 directement. Mais ils ne peuvent pas utiliser de l'énergie pour s'arrêter entre plusieurs niveaux. Hein. C'est du tout ou rien. On appelle ça la quantification. Quantifier parce que, on le voit, hein, lorsque vous allez donner à un électron, imaginez que votre électron ici, vous l'éclairez en lumière blanche. Donc une lumière qui contient, on se rappelle, hein, tous les rayonnements de longueur d'onde de 400 à 800 nanomètres. Et que va-t-il faire de cette lumière ? La plupart des rayonnements qui sont situés, qui sont placés dans cette lumière, il ne pourra pas les utiliser parce que ces rayonnements n'ont pas la bonne énergie pour lui permettre de passer au niveau 2 ou au niveau 3. En revanche, on vient de le voir à l'instant, la lumière rouge qui est présente dans le rayonnement continu du spectre visible, à 760 nanomètres, vous avez exactement la bonne énergie pour lui permettre de passer de 1 à 2. Et donc dans cette situation, vous allez voir en fait, vous allez pouvoir, cet électron va pouvoir en fait absorber le rayonnement rouge à 760 nanomètres pour faire le bond de 1 jusqu'à 2. On pourrait d'ailleurs faire le même type de calcul pour aller de 1 jusqu'à 3 et voir en fait quel type de rayonnement permettrait cette transition. Ça, vous pouvez très bien le faire. Hein. Normalement, si vous avez compris ce qui se passe, hein, on devrait ici avoir un rayonnement, plus la différence d'énergie est grande, plus la longueur d'onde, elle, est faible. Hein. Vous voyez que vous avez une relation de proportionnalité inverse entre l'énergie échangée et la longueur d'onde elle-même. Donc là, en réalité, pour passer du niveau 1 au niveau 3, il faudrait un rayonnement de longueur d'onde plus petite que les 760 nanomètres. Il faudrait simplement voir si... je pense que ça va être le cas. Hein, si vous faites la transition de 0 à 1, vous aurez besoin d'une énergie qui sera celle d'un photon du domaine du visible, mais de couleur différente du rouge. Hein. Il faudrait refaire le calcul, mais rappelez-vous tout à l'heure, le jaune c'était 2,1 électronvolts. Hein. Là, ça va être un petit peu moins que 2,1. Autrement dit, on devrait tomber dans la zone de l'orange. Mais ça, vous pouvez très bien le tester par un petit calcul. Hein, et regarder sur combien vous tombez. Hein. Bon, écoutez, voilà. Je crois qu'on a été suffisamment long. Hein. On va pouvoir passer à la synthèse. Mais ça nécessitait, vous le voyez, je pense, un développement quand même assez poussé parce que ce sont des notions qui ne sont pas évidentes. Pour cette raison qu'on va faire un TP complet encore sur le sujet pour clore notre année. Hein. La synthèse. Premier élément de cette synthèse, on rappelle cette idée que la lumière est en fait un phénomène physique assez complexe qui peut à la fois être considérée finalement cette lumière comme une onde électromagnétique. Donc on peut expliquer la plupart des phénomènes lumineux en considérant cette lumière comme étant une onde. La lumière se comporte comme une onde. C'est ce qu'on appelle le modèle ondulatoire. Mais vous avez d'autres phénomènes physiques qui ne peuvent pas être expliqués en prenant la lumière comme étant une onde. En revanche, si vous la considérez comme étant un flux de particules, dans ce cas-là, vous allez pouvoir expliquer les choses. Donc si vous vous intéressez un petit peu au sujet, vous allez voir que depuis que Newton a fait son expérience en 1666 où il a observé
le spectre de la lumière blanche. Depuis cette époque-là, les scientifiques s'écharpent un petit peu les uns les autres, certains disant non, la lumière est une onde, d'autres disant non, la lumière est un ensemble de particules. Bon, maintenant, ça fait maintenant quelques décennies quand même qu'ils sont d'accord sur le sujet. D'abord, depuis l'avènement de la physique quantique, ils savent que la lumière n'est ni l'un ni l'autre, mais que dans la pratique, on devra utiliser, ou on pourra en tout cas utiliser l'un ou l'autre de ces modèles pour décrire les phénomènes physiques que nous connaissons. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire de façon générale. Vous verrez que dès que vous serez confronté à un phénomène physique, ben vous aurez en fait à indiquer si vous utilisez le modèle ondulatoire ou le modèle particulaire. Ça, on sera amené à le traiter encore l'année prochaine. Alors, le modèle particulaire considère la lumière comme étant un flux de photons, donc ça vous le savez, hein. Et le photon donc est une particule énergétique sans masse. Ensuite, on va dire un petit mot aussi de la façon d'obtenir l'énergie de ce photon. Et c'est là qu'on va faire du coup le lien ensuite avec le caractère ondulatoire. Eh bien, cette énergie va être attachée à une longueur d'onde de ce qu'on appelle une onde de matière, hein, le photon étant une onde de matière. Et c'est pour cette raison qu'on peut donc utiliser à la fois le modèle ondulatoire et le modèle particulaire pour décrire les phénomènes lumineux. Relation de Planck donc pour déterminer cette énergie, hein, relation que vous avez à connaître, hein, je ne l'ai pas remise dans la synthèse mais on l'a utilisée dans les diapos tout à l'heure 2 et 3, donc je vous y réfère directement. On précise que l'unité SI c'est le joule, mais que de façon générale, on se sert plus souvent en fait de l'électronvolt, notamment quand on s'intéresse au transfert qui concerne un électron ou un photon émis par excitation ou désexcitation des électrons. Et puis dernier point, les électrons qui forment le cortège électronique d'un atome possèdent des niveaux d'énergie qui sont quantifiés. Donc vous avez l'état fondamental où les électrons ont leur énergie qui est minimale. Et lorsque vous les soumettez à de l'énergie, notamment à la lumière, ils vont pouvoir absorber une partie de cette lumière, on l'a vu tout à l'heure, pour faire des bonds vers les niveaux d'énergie supérieurs. Ces transitions sont ensuite réversibles. Ça veut dire que les électrons finiront de nouveau par revenir à leur situation initiale en faisant l'opération inverse. Donc comme ils ont absorbé de l'énergie quand ils sont passés d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, ils vont faire l'opération inverse. Quand ils vont se désexciter, ils vont émettre de l'énergie quand ils vont revenir dans leur état fondamental. Et donc c'est pour cette raison qu'on précise que ces transitions s'accompagnent donc soit de l'émission d'un photon, lorsque l'électron tombe et redescend vers son niveau initial, soit d'une absorption de photons, lorsqu'au contraire il prend de l'énergie pour sauter vers un niveau supérieur. Voilà, donc comme je vous l'ai précisé, hein, je vous prépare encore un petit TP sur le sujet, où vous aurez l'occasion de remettre en pratique, notamment ce qu'on a fait dans la dernière diapo avant cette synthèse. Voilà, écoutez, au niveau des cours, pour cette année, c'est terminé. C'était notre dernière séquence, le programme est bouclé. Je vais être amené à vous faire certainement encore une séquence d'exercices sur le sujet. Je ne sais pas si je la ferai sous la forme d'une vidéo ou si je vous mettrai directement les corrections. Mais je vous mettrai ça sur Moodle d'ici quelques temps. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous du coup une bonne continuation. On se retrouvera peut-être l'année prochaine pour la suite de nos aventures en physique-chimie. Hein. Simplement garder à l'esprit, hein, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises cette année, que le programme de terminale, c'est un approfondissement du programme de première. Ça veut dire que vous allez aborder les mêmes thématiques que celles qui ont été abordées en première, mais vous allez aller un petit peu plus loin. Et donc vous avez la nécessité finalement d'avoir des connaissances de la première, parce que vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir en terminale refaire tout ce qui a été fait en première, qui sera supposé acquis dans pas mal de situations. Voilà. Donc certains éléments sont rappelés, mais beaucoup d'entre eux ne le seront pas. Donc ça, on vous l'expliquera l'année prochaine en terminale. Hein. On vous demandera certainement de relire vos chapitres de première avant de commencer une nouvelle partie en terminale, vu que le programme a été échelonné et conçu de cette manière.
Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, à bientôt.